On va parler d'un sujet ô combien important puisqu'on va parler des enfants. Et Marie-Estelle Dupont est avec nous. Chère Marie-Estelle, bonjour et ravi de vous retrouver. Je vous donne l'information alors que depuis plusieurs années, les espaces interdits aux enfants, qu'on appelle les espaces No Kids, se multiplient. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, appelle dans un avis remis à la haute commissaire, ça fait beaucoup de commissariats, haute commissaire à l'enfance ce lundi, à mettre un terme à cette pratique. La SNCF, rappelez-vous de cette polémique, avait annoncé la création d'une nouvelle classe optimum réservée aux adultes. Justification de l'entreprise ferroviaire, garantir un maximum de confort à bord. Cette décision a créé un fort émoi et poussé la haute commissaire à l'enfance à saisir cette fameuse CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je vous ai donné toutes les informations, maintenant on vient au débat. Est-ce que interdire les espaces No Kids, c'est une bonne idée, Marie-Estelle ? En tout cas, créer des espaces interdits aux enfants, je trouve que c'est un symptôme tellement révélateur et tellement triste en fait de notre société, quoi, de se couper de cet élan vital. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de créer des wagons spécialement pour le travail, avec un Wi-Fi qui marche bien? Le message va être complètement différent et l'effet sera le même. C'est-à-dire que les gens qui veulent travailler pourront travailler. Et pourquoi pas créer des wagons, comme ça se fait dans beaucoup de pays, avec des tapis de sol, des espaces adaptés où les parents peuvent librement laisser leurs enfants jouer. On dirait que cette société est tellement déprimée, tellement individualiste, qu'elle voit l'enfant comme une gêne au lieu de voir l'enfant comme l'expression de la vie, de la possibilité de s'émerveiller. Maintenant, il y a des villes où on se préoccupe plus des espaces pour promener les chiens que par contre, alors là, moi j'ai eu des jumeaux à Paris, j'aurais bien aimé prendre le métro pour faire plaisir à Madame Hidalgo, mais c'était juste pas possible en fait. Déjà la poussette, oui, alors ça j'en ai eu. On peut aussi en parler. Essayez, promener un surmulot à Paris, il n'y a pas de problème. Promener un enfant aller dans un parc pour enfants à Paris est effectivement une non, chose mais c'est incroyable, complexe. On nous parle en fait de relancer. C'est un tonton qui parle, je ne suis pas encore papa. On nous parle de relancer la natalité, mais on n'a toujours pas compris qu'il fallait que les transports en commun soient accessibles aux poussettes, que peut-être les femmes enceintes aient un macaron handicapé qui dure 9 mois pour pas faire des tours pour se garer quand elles vont faire un monitoring. On pense tout à l'envers. En fait. Marie-Estelle, ce que vous dites, c'est que c'est surtout un problème de communication. Parce que vous avez dit, si la SNCF avait proposé un train travailleur ou un wagon travailleur, sans dire c'est un espace no kids, c'est-à-dire les enfants interdits, mais on propose un wagon pour les personnes. Je vous donne un cas pratique. Paris-Nice, c'est, je crois, 6h à 6h30. D'accord ? Donc, c'est la possibilité pendant 6h30 de travailler. Vous faites l'aller-retour en 72 heures. Vous imaginez, vous avez 12 heures de train. Pendant 12 heures, vous pouvez bosser. Si vous avez dans le wagon, et évidemment, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais si vous avez dans le wagon des enfants qui jouent, qui crient, etc. Non, ça si vous avez des enfants mal élevés. Parce que moi, personnellement, j'ai 3 enfants. Quand je prends l'avion, je bouquine. Ils font leur gommette, leur coloriage, on discute. Mais moi, j'ai mon livre, il ne m'empêche pas forcément de lire. Alors, je lis moins vite, mais si vous avez des enfants mal élevés. Mais en fait, dans ces cas-là, mal élevés, les adultes aussi, vous jeunes. Parce que la personne à côté qui écoute sa série hyper fort, sans casque ou avec un casque qui n'est pas du tout insonorisé, personnellement, il me tape sur le système. L'enfant, c'est un enfant. Donc, je n'attends pas lui de se conduire comme un adulte. L'adulte qui est mal élevé et qui se conduit comme un égoïste hyper individualiste, lui, il me dérange vraiment, il me tape vraiment sur le système. Mais effectivement, les mots ont un sens. C'est aussi un problème de communication. Parce qu'il y a des wagons, on pourrait faire des wagons où c'est comme dans les aéroports. Pourquoi il n'y a pas des salles où les enfants peuvent évoluer en liberté en fait, Non, mais vous avez entièrement raison. Et surtout qu'à la SNCF, quand ils avaient fait cet espace optimum, c'était interdit aux enfants, autorisé aux chiens. Si vous aviez votre chien, vous aviez le droit, mais si vous aviez votre enfant, vous n'aviez pas le droit. Surtout, je crois qu'il va falloir se demander qui on est pour considérer l'enfant comme une nuisance. En fait, l'enfant, c'est la vie, c'est l'émerveillement. Un petit garçon, pour que son cerveau se développe, il a besoin de bouger 4 fois plus qu'un adulte, sinon il n'apprend pas, il mémorise pas. Est-ce qu'on peut accompagner ça ? Est-ce qu'on est digne ? Est-ce qu'on est des gens complètement avachis dans leur recherche de confort et de non-frustration ? Lara Tchekhov. Moi, je suis d'accord avec vous.
Après, c'est vrai que si vous avez que des Hamza dans le train, non, je plaisante. Non, Hamza, c'est la nouvelle star du canal Saint-Martin. Moi, je l'ai vu du canal Saint-Martin. Le caïd du canal Saint-Martin. J'étais en vacances cette semaine. C'est une star absolue. Tout le monde parle d'Hamza Ladouane qui. Il est terrifiant ce petit. Oui, mais est-ce que nous adultes, on peut aussi recadrer? Moi, si j'ai un jeune que je connais pas qui se conduit mal, je le recadre. C'est pas le souci. Moi, je suis d'accord avec vous sur le sujet de l'éducation des parents bien élevés. On par définition des enfants qui sont bien élevés en fait. Donc on parle tous les jours du problème éducatif et d'autorité, mais avant on s'en passait très bien des espaces No Kids et on s'en portait très bien aussi. Donc on peut pas à longueur de journée parler de la protection de l'enfance, parler de l'affaire Liana, etc. et ensuite réclamer des espaces sans les enfants. Et Sarah El Haïry, dans la politique qu'elle mène, parce que je ne comprends toujours pas quels sont les contours de la mission de ce secrétariat, de ce haut commissariat à l'enfance, mais elle ferait bien effectivement de s'occuper d'une politique familiale pour la France plutôt que de s'intéresser à des sujets liés aux no-kids. Et puis moi je reste très prudent sur cette fameuse, parce que quand j'ai vu marqué Commission nationale consultative des droits de l'homme, je me suis dit oula, ça commence mal. Ça me fait peur. Là ça commence mal. Et puis je me suis souvenu de ce que proposait et rendait comme avis cette CNCDH. Encore un comité théodule. Elle qualifie en 2024 la loi immigration de recul inédit des droits fondamentaux, critique l'allongement de la durée de validité des obligations de quitter le territoire français, position assez trouble aussi ces dernières années sur ce qu'elle qualifie des violences policières, ça c'est la CNCDH, épinglée par la Cour des comptes pour un élargissement des missions sans avoir étudié sa capacité à les exercer. Je pense aussi qu'on peut, on peut peut-être arrêter de produire des normes, parce qu'on a quand même une maladie qui est la production de normes dans notre pays, et chacun se responsabiliser à notre échelle. Quand je prends un train, je suis une adulte, donc je ne suis pas une adulte uniquement quand mes enfants sont là et que je suis un parent, je suis une adulte d'une manière générale. Ça veut dire que si par exemple, je vois devant moi une vieille dame qui marche pas vite et qui essaye de se rendre aux toilettes et qu'il y a un gamin de 10 ans qui fonce et qui la bouscule, je suis pas sa mère, mais moi je l'attrape en fait. Je lui dis tu te calmes s'il te plaît, tu peux laisser passer cette dame. C'est-à-dire qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, on a aussi un devoir d'exemplarité. On n'a pas besoin d'une norme, d'un interdit, d'un ceci, d'un cela, d'un espace. On peut juste avoir du bon sens à l'arrêt de bus, dire je peux te tutoyer toi, tu dis pardon quand tu passes devant quelqu'un. Est-ce que les gens manquent d'assertivité, de confiance en eux à ce point? Moi, ça me gêne pas. C'est un sujet qui est absolument passionnant, parce que c'est aussi le rapport que notre société a aux enfants, à la famille, et puis c'est aussi l'autorité. C'est ce qu'on se disait. À l'autorité, à l'assertivité, à la confiance en soi. On parlait de jeudi soir France-Maroc. Vous allez avoir des débordements un peu partout en France. Vous verrez que malheureusement la grande majorité des personnes qui vont être interpellées, du moins une partie des personnes interpellées, ce sont des personnes qui auront moins de 15 ans. Le préfet de police de Paris disait que le soir de la finale de Ligue des Champions où il y a eu les émeutes, eux ils préfèrent appeler ça débordement, mais c'est des violences émeutières, pour reprendre les mots de Fourquet. Vous aviez des gamins de 11 ans, alcoolisés, qui payaient des magasins. 11 ans. C'était intéressant de voir aussi l'analyse de l'état de la société, c'est-à-dire finalement l'enfant devient un problème. L'enfant est un obstacle à la jouissance sans entrave. Voilà, et comme l'enfant est un obstacle, il va falloir, face à ça, parfois faire des normes. Donc c'est on fait des normes et on l'élimine, on l'efface, on l'annule au lieu de l'éduquer, et voilà, et puis d'être tous un peu patients et intelligents, quoi. Mais est-ce qu'il y a des endroits où c'est pas bénéfique de dire cet endroit-là, il faudrait pas qu'il y ait d'enfants? Mais c'est pas à la norme de dire ça, c'est aux parents de dire il est trop petit pour aller au restaurant, on prend une babysitter ou on va pas au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Où est-ce qu'on place la notion d'autorité? Dans la famille. Et de responsabilité. La figure du père, qui est une figure aujourd'hui qui pose problème. Il n'y a qu'un point important. Jean-Claude Dacier. Avec lequel notre camarade sera sûrement d'accord, c'est que nous ne faisons plus d'enfants. Nous n'en faisons plus. C'est le problème, au-delà même de l'économie, de la sécurité, de tout ce que vous voudrez. Le problème, si nous ne remettons pas, si nous recommençons pas à faire des enfants, je ne sais pas comment cette Europe et ce pays va se terminer. Donc tout ce qui va dans le sens d'une incitation à accueillir les enfants me convient parfaitement. Dimitri est en direct avec nous, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir. Espace No Kids, ces espaces sans enfants, est-ce qu'il faut les interdire? Fausse bonne idée ou vraie bonne idée, Dimitri? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Comment ça va, Dimitri? Ça va, et vous? Vous êtes père de famille d'abord? Oui, j'ai 4 enfants. 4 enfants? Bravo, c'est bien.
4 enfants et à peine trentenaire. Hein. Ouais, c'est beau. Ouais, donc l'année prochaine, en janvier, je vais avoir mes 30 ans. Écoutez, vous avez prévu d'en faire un 5e ? Oui, ça dépend. Écoutez, moi, je suis... avec ma femme, on est très complémentaires sur ça. C'est-à-dire que nous, on adore les enfants. Donc, mais à ce rythme-là, vous allez peut-être faire une équipe de foot. Hein, on a un président dans le studio. Alors, j'ai 3 garçons, j'ai une petite fille qui adore le foot aussi, donc peut-être on pourra partir sur une équipe de foot, pourquoi pas. Revenons au sujet, Dimitri. Ça vous avait choqué la proposition de ce wagon sans enfants ? Choqué, c'est pas le mot. Moi, je trouve que ce pays devient de plus en plus ridicule. Désolé de le dire. Moi, je suis français de pure souche. Donc j'ai aucune origine dans un autre pays ou quoi que ce soit. Je suis comme dit, je suis né en France, mes parents sont français, mes grands-parents sont français, etc. Je vis en Alsace. Moi, j'ai de la chance d'être dans une région frontalière, donc je travaille en Allemagne, ce qui me permet aujourd'hui aussi de nourrir ma famille et d'être le seul à travailler pour que ma femme reste à la maison et s'occupe des enfants. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on a eu, l'année dernière, quand on a eu le 4, s'était posé la question, est-ce que ma femme devait reprendre le travail ou pas, mais si c'est pour qu'elle bosse et qu'on prenne une nourrice et qu'au final tout ce qu'elle gagne on le reverse à la nourrice, ça n'a pas d'intérêt. Nous on part du principe qu'on a fait des enfants ensemble, donc on les élève ensemble. Moi je fais énormément d'horaires pour justement subvenir à ça. Pour l'instant ça. Vous travaillez dans quoi, Dimitri ? Je travaille dans la logistique en Allemagne pour un grand groupe mobile. J'ai plusieurs personnes à ma charge également. Alors, Dimitri, j'aurais aimé échanger un peu plus longtemps avec vous, mais malheureusement, la commission... Non, mais c'est pas ça, Dimitri. Le problème, c'est simplement que la connexion, elle bug un peu, ça saute. Ah bon ? Donc, je sais pas si en Alsace, vous avez beaucoup d'enfants, mais vous avez peu de réseau, visiblement. Donc, vous allez essayer de revoir ça. Hein, on rééquilibre tout ça, mais c'est intéressant, c'est de dire le choix qu'ils font, c'est un choix, Marie-Estelle, vraiment c'est une réflexion à deux, de se dire mais plutôt que de reprendre le travail pour sa femme et que l'argent qui était perçu par sa femme revienne à une nourrice, on reste dans ce cadre familial. Mais ça revient, chaque famille fait ce qu'elle entend en quelque sorte. Bien sûr, mais ils ont pu penser dans leur équilibre de couple la complémentarité, l'interdépendance. J'ai besoin de toi pour donner de l'affection et de la présence à nos enfants. J'ai besoin de toi pour assurer économiquement. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'idéologie au nom de l'émancipation, pour être une femme affranchie et autonome qui ne dépende pas d'un homme. Il faut que la femme reprenne le travail le plus vite possible. Et finalement, ça fait beaucoup d'épuisement chez les femmes qui sacrifient leur santé sur l'autel d'une émancipation dont on peut se demander aussi si elle n'a pas des limites. Parce que est-ce qu'une femme est forcément plus épanouie dans un open space qu'avec son bébé de 6 mois ? C'est pas certain pour toutes les femmes. Et je pense qu'il faut le penser. J'en ai parlé à l'Assemblée nationale au moment de l'audition sur la natalité. Je pense qu'il faut respecter l'équilibre de chaque couple, parce qu'il y a des couples qui se font suffisamment confiance et qui sont assez solides pour accepter vraiment cette interdépendance qui finalement bénéficie à tout le monde. Lui, il est confiant pour ses enfants parce qu'ils ne seront pas confiés à n'importe qui. Et elle est certainement heureuse aussi de pouvoir compter poser sa tête sur l'épaule de son mari pour l'aspect économique. Donc c'est un équilibre aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment respecter que les couples fassent ce choix. Dernière réaction, Marie-Estelle Dupont. Je voulais vous faire écouter l'ancienne Miss France, animatrice de télévision, Élodie Guessoin, qui a réagi ce vendredi au micro de Déborah Grunwald dans son podcast qui s'appelle Bangers, sur ses angoisses familiales. Et parmi ces angoisses familiales, il y a finalement la souffrance de voir ses enfants quitter le cocon familial, puisqu'elle a 2 jumeaux qui s'appellent Jules et Rose. Elle a également 2 autres enfants qui s'appellent Léonard et Joséphine. Et Jules et Rose, 18 ans, ont quitté le nid familial. Écoutez, Élodie Guessoin. À propos de tes enfants, tu dis une chose très juste. Le plus difficile n'a pas été de leur donner la vie, mais de les laisser vivre aujourd'hui sans moi. Tu parles d'un deuil silencieux. C'est ultra douloureux. Je le dis, tu vois, le premier dimanche soir, de les voir partir avec des tupperwares. Je me suis pris une claque. J'ai pleuré, parce que déjà, je me suis revue moi. Et je me souvenais à quel point, moi, ça avait été les pires années de ma vie, de par le pervers narcissique qui m'accompagnait. Et j'avais peur de qui ils allaient rencontrer. C'était la séparation, plus je les ai pu
à portée de bras pour vite venez voir maman, gros câlin. Je me suis dit, ils vont rencontrer je ne sais pas qui ou comment, ils vont devoir aller à la fac seuls, je vais devoir les géolocaliser 25 fois par jour. Et si je peux pas géolocaliser, je vais péter un câble. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une sorte de baby blues de la part de... Mais après 18 ans, puisque là on est face à un cycle plutôt normal, par les enfants quitter le cocon familial une fois majeur. Oui, mais un être humain peut être triste et fier en même temps, heureux et nostalgique en même temps. C'est pas un procès que je fais, j'essaie de comprendre. C'est le syndrome du nid vide et je le comprends complètement. Il y a le moment où on les met au monde et le moment où on les remet au monde et où finalement on peut plus se rassurer en se disant si je contrôle tout, ça va aller. Parce que là, vraiment, on sait qu'on ne contrôle plus rien. Donc c'est normal, il y a 30% des parents qui ont un vrai syndrome du nid vide, qui appréhendent ce moment où l'enfant vole de ses propres ailes. D'un côté, ça veut dire qu'on a accompli la mission et qu'il est suffisamment bien dans ses baskets pour quitter le nid. D'un autre côté, oui, il y a plein de parents qui ressentent... Voilà, moi, la première fois que mon fils aîné est parti 1 an et demi à l'étranger, j'étais hyper fière dans ma tête, mais mon corps a pleuré pendant 4 jours et les deux étaient vrais. C'est-à-dire que j'étais heureuse et pourtant, j'avais l'impression que mes bras... J'avais encore 2 petits à la maison, pourtant j'avais l'impression que mes bras étaient lourds de ce vide, en fait. J'entends. Jean-Claude Dacier, vous avez eu cette problématique quand vos enfants... Vous avez combien d'enfants, vous ? Je ne sais plus. Oui, 2 ou 3. Non, la version officielle. Je crois pas. Je ne crois pas avoir vécu de cette façon. Mais c'est normal, les pères ne réagissent sans doute pas comme les mamans. Encore une fois, mon obsession, c'est la démographie et c'est la nécessité absolue pour ce pays et pour l'Europe de faire des enfants. J'espère que tu partages ce point de vue, ma chère amie. Moi, j'en ai fait 3, dont des jumeaux. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais en faire des êtres équilibrés. J'ai pas forcément le temps d'assurer plus. José, ça arrive. Jules Torres, laissez-le avancer dans la vie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça... Avant de faire des enfants, il faut peut-être rencontrer la bonne. Vous êtes bien gentil. Notre génération, on est une génération de parents divorcés. Vous tardez. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est... Cette précarité de l'amour, cette temporalité de l'amour qui est différente est très importante dans la baisse de la natalité, bien sûr. Bien sûr. Mais attendez, vous prenez le temps aussi. Vous avez rencontré votre femme à quel âge, Jean-Claude Dacier? Vous vous en souvenez? Très longtemps. Hier. Vous vous en souvenez? Il y a très longtemps. C'est hier. Mais on arrive à un moment où les femmes de plus de 40 ans font plus d'enfants que les femmes de 20-30 ans. Et oui. C'est vrai. Et ça veut dire quoi, ça? Effectivement, la génération Z aussi n'a pas forcément se projette pas dans la natalité. C'est bien le problème que nous avons. 57. Marie-Estelle, merci d'être venue nous voir. On a plus rapidement. de 4 minutes. Je sais, vous avez un peu plus de 4 minutes. Je vous ai menti, mais c'était un mensonge par omission. On vous laisse rejoindre. Justement, mes enfants. Vos enfants, qui sont bien évidemment prioritaires.